L'enseignement secondaire m'a effectivement apporté beaucoup de choses, beaucoup de contacts, surtout de contacts humains. Quelquefois, au début en tout cas, et même à la fin, j'ai toujours eu beaucoup plus de plaisir à me trouver dans la classe avec mes étudiants qu'à me trouver en salle des professeurs ou en réunion. Il est même arrivé dans certains établissements UP que je passe la récréation au parking dans ma voiture, plutôt que d'aller à la salle des professeurs. Et donc, j'aimais bien cette période aussi où je pouvais enseigner au milieu de mes étudiants et pas sur l'estrade. Aller m'asseoir parmi eux, ce qui donnait quelquefois des situations cocasses, des surveillants qui déboulaient dans la classe en hurlant « Vous êtes un professeur? Où est votre professeur ?» Et puis, parce qu'à l'époque, j'avais le bonheur d'être encore assez jeune. Et donc, je me levais, je disais, mais non, je suis là, ils sont bien calmes, il n'y a pas de problème. Voilà, on travaille. Et puis, c'est aussi beaucoup d'expériences d'enfants en difficulté, puisque, j'ai dit, j'étais dans l'enseignement technique et professionnel. Alors, difficultés scolaires, mais aussi difficultés familiales. Il fallait discrètement signaler, par exemple, aux éducateurs que un enfant ne paraissait, une jeune femme ou un jeune homme ne paraissait pas bien nourri, avait des problèmes, peut-être des coups. Et c'était pas toujours simple à gérer. C'était aussi les aider dans leur progression scolaire. Et là, j'ai pas du tout le sentiment d'avoir travaillé non plus de manière classique. Ben, je n'en sais rien. J'avais l'impression qu'apprendre à quelqu'un à écrire, c'est extrêmement difficile. Parmi les étudiants, ben, il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Et donc, c'est vraiment très difficile d'amener un étudiant qui est maladroit en termes d'expression écrite ou d'expression orale à se lâcher. Et finalement, la recette qui a le mieux marché avec certains d'entre eux, ben, c'était l'affection. Je les faisais marcher à l'affection. Je disais, bon, mais tu peux le faire. Puis ça me ferait plaisir que tu le fasses. Et puis pendant qu'un travail se réalisait, qu'il y avait une interrogation ou un texte à écrire, ben je me plaçais tout près de cet étudiant-là. Mine de rien, je lui indiquais du doigt une faute d'orthographe ou quelque chose de ce genre. Et j'ai des étudiants qui sont ainsi passés de l'échec aux 60%, vraiment avec la sensation qu'ils le faisaient pour me faire plaisir. En dehors de ça, j'ai jamais vraiment trouvé de truc pour les faire bouger. C'est pas simple. Et ça ne marche pas avec tous, évidemment. Parce que quelquefois, on est en face d'étudiants qui sont à leur façon de vrais petits sauvages et qui se mettent en posture d'hostilité parce qu'ils sont les étudiants et que vous êtes le professeur. Alors déjà, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas un ennemi, ça m'est arrivé de le faire avec un jeune homme dont je voyais que ça devait être un turbulent. Et avant même qu'il ne devienne mon étudiant, un jour où il était passé dans la classe, je lui avais dit « Oh là là, on va avoir des problèmes tous les deux hein, si on ne s'entend pas. » Et puis finalement, il est venu comme étudiant et j'ai jamais eu de problème avec lui. Donc c'était plutôt établir un contact. C'est finalement un acte très ethnologique. Établir un contact, une communication avec l'être humain et arriver à le sortir du rôle du tiroir dans lequel il est posé, souvent à contre-cœur. Rendre du sens aussi à ce que suppose une étude dans l'enseignement secondaire. Ça me paraissait capital. Et les journaux, la création des journaux et la création du cabaret littéraire, c'était ça. Ça sert à ça, d'avoir des cours de français. Et par exemple, de prendre un texte du Moyen-Âge, qui est un texte romancé, et puis de dire à mes étudiants, bah, ce serait pas mal, parce que c'était un texte drôle, ce serait pas mal de le mettre dans le cabaret, mais il faudrait que vous le dialoguiez. Et donc, ils reprenaient le texte, ils en faisaient des dialogues. Et là, c'était constructif, parce qu'ils voyaient ce qu'ils allaient faire comme exercice. C'était plus un exercice vide de sens, c'était un exercice orienté. Donc c'est comme ça que je m'en suis sortie finalement avec ces étudiants que je continue à rencontrer régulièrement
dans la rue, s'ils m'aperçoivent, ils ne manquent pas de venir près de moi. Et c'était vraiment très, très sympathique. De telle sorte que, comme je l'ai dit, revenir à l'université, ça me paraissait un peu... Ça me laissait perplexe, en me disant, est-ce que je vais pouvoir nouer le même type de lien? Et puis finalement, ça s'est fait tout seul, parce que je pouvais pas prendre mes étudiants à l'université autrement que je prenais mes étudiants dans le secondaire, à la fois grâce au séminaire qui était quand même des travaux en groupe restreint, donc on pouvait individualiser très fort la relation, mais même aussi, ça m'est arrivé, j'ai quand même fait un certain nombre de cours en grands amphis. Et là, je bénéficiais de la capacité, je dirais, de repérer quelqu'un en difficulté, même dans un amphi de 300-400 personnes, euh, et de m'arrêter et de dire, ah, vous avez un problème, qu'est-ce que vous avez loupé dans le cours? Et puis, je reprenais ce que cet étudiant avait loupé. Du coup, ils étaient très conscients de la vigilance de mon regard, et ça s'est toujours relativement bien passé. Voilà. Donc, que ce soit les séminaires, que ce soit les cours en amphi, qui me paraissaient très lourds. Parce que j'avais le sentiment, quand je donnais cours en amphi, je ne sais pas si c'est général, mais d'avoir vraiment à porter l'amphi. Ça me paraissait un exercice physique. J'en sortais beaucoup plus fatiguée que d'un cours de séminaire. Mais bon, voilà, ça s'est fait, c'était plutôt bien. Maintenant, je travaille pratiquement plus qu'en groupe extrêmement restreint. Je n'ai plus qu'un cours en bac et tous les autres cours sont en master. Ils sont au choix. Je n'aime pas avoir des cours obligatoires. Je sais que ça ne vous pose pas, un professeur, de n'avoir que des cours au choix, mais au moins on travaille avec des gens qui en ont envie. Je préfère que les gens sortent si ça ne les intéresse pas. Et puis voilà, je respecte leur liberté. C'est comme ça. Et travailler avec les doctorants, alors là, c'est souvent un bonheur. Souvent. Alors, j'ai travaillé aussi, donc je l'ai dit, avec des artistes, et j'essaie de faire passer l'esprit des uns chez les autres. Et à l'heure actuelle, j'en ai la possibilité parce que se crée maintenant en Belgique un doctorat en arts et sciences de l'art qui est précédé par un master spécialisé en arts et sciences de l'art. Master spécialisé que mon ami Karl Avelange a mis au point avec toute une série de collègues et qui fait venir ici à l'université des gens qui sont à l'académie. Donc, ils ont à la fois des professeurs d'académie et leur travail d'atelier qui se maintient, et puis des cours à l'université. Et c'est une gageure, parce que je dirais qu'il faut choisir le corps professoral avec grand soin, là aussi. Beaucoup d'universitaires pensent que jamais les artistes ne pourront acquérir la maîtrise, la rigueur, toutes les qualités qu'on attend d'un universitaire. Et beaucoup d'artistes pensent que la maîtrise, la rigueur, le savoir, ça vous gâche l'inspiration. Donc, de part et d'autre, il y a du tirage et c'est une question de mise au point constante. Mais j'ai donc régulièrement dans un de mes cours qui s'appelle Culture au pluriel et pratique au pluriel de la création, j'ai régulièrement des étudiants artistes. Et donc leurs interventions dans le cours sont vraiment très très riches. Et finalement, ils sont plus bavards et plus engagés que les universitaires qui sont dans le même séminaire. Et cette année, par un hasard de modification des années de cours, ce cours a été déplacé en deuxième master alors qu'il était en premier master. Donc cette année, je n'ai eu que des artistes. Et ça a été le bonheur total. J'ai pas du tout fait le cours comme à l'ordinaire. J'ai suivi leurs demandes, je me suis adaptée à leurs réactions. Et donc, on a vu des choses qu'on n'aurait sans doute pas vues, et certainement pas dans l'ordre où on les aurait vues autrement. Mais visiblement, ils étaient contents, et moi aussi. J'apprenais beaucoup par eux et j'espère réciproquement. Mais c'était vraiment très, très agréable. Mais là, on était 5-6, quoi. Donc, ce sont vraiment des conditions hyper privilégiées pour ce genre de cours. Alors, pour faire un tour complet de la situation, je dois dire aussi que se sont développés sur le campus d'Arlon, c'est-à-dire à 130 km d'ici, des cours en faculté des sciences. Alors là, c'était très intéressant aussi. Arlon est une des succursales de la faculté des sciences, une succursale qui s'occupe essentiellement des questions d'environnement, gestion et études de l'environnement, avec des scientifiques purs et durs, et puis
un département qui est un département de sciences humaines, qui compte essentiellement des sociologues. Et c'est avec ces sociologues que j'ai été amenée à travailler, et notamment avec Catherine Mougenot et Marc Mormont. Et là, s'est constitué un cours, je dirais, taillé sur mesure pour elle et moi, qui se donnait là-bas et ici, donc avec des publics différents, qui était un cours intitulé, d'une manière qui ne m'a jamais vraiment satisfaite, Représentation et pratique de la nature et de l'environnement. Alors ça m'a jamais vraiment satisfaite parce qu'avec le mot représentation, j'ai quand même des soucis. Et donc, mais on n'a jamais changé ce titre parce qu'il était peut-être plus explicite qu'un titre comme politique de la nature qui m'aurait mieux convenu dans la mesure où ce mot politique pouvait être traité de manière très ambivalente et on pouvait se dire qu'il y avait politique de la part des plantes et des bêtes comme il y avait politique de la part des humains et c'était bien là notre objet. Alors, comme c'était un sujet monstrueux, pratique de la nature, pratique et représentation de la nature. Quand nous nous sommes vus pour la première fois, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire et bon, moi j'ai dit à Catherine Mougenot tout de suite, ben, où et quand? Alors elle a été très décontenancée comme sociologue. C'était une question à laquelle elle n'avait pas vraiment songé. Elle voyait très clairement où et quand, mais plutôt ici et maintenant, ou à la limite dans les pays du Sud, parce qu'ils ont beaucoup d'étudiants, et c'est une grande richesse, qui viennent d'un peu de partout dans le monde. Mais elle a visiblement, le camp la perturbait quand même. Et puis on a décidé finalement, plutôt que de faire un cours général, de faire un cours par module. Nous ne travaillions pas par groupe de 2 heures comme on le fait ordinairement, 2 ou 3 heures. Nous faisions des journées complètes en intégrant des images et des films et des entrées qui étaient toutes fixées au départ sur un animal. Donc on partait des relations entre les humains et un animal et on faisait le cours ensemble. C'est-à-dire que comme je l'ai fait avec Karl Havelange pour l'histoire culturelle du visuel, comme je le fais toujours avec lui pour ça, nous sommes vraiment partenaires dans un cours, nous nous interrompons mutuellement, même s'il y en a un qui parle de manière dominante sur un sujet, l'autre est quand même toujours là et intervient. Et c'est une manière pour nous d'encourager les étudiants à intervenir de leur côté. Ça crée une dynamique dans le cours qui fait qu'on peut parler. On peut couper la parole, on n'est pas dans un cours ex cathedra, on peut réagir. Et donc là, nos entrées par animaux, mais ça a été assez vite très riche parce que Catherine Mougenot avait mené une enquête pour le ministère français sur la situation qui pouvait exister avec les ragondins, notamment dans le marais Poitevin. Et donc elle avait un très très long terrain là-bas où elle avait rencontré vraiment toutes les personnes qui pouvaient avoir un avis sur la question, depuis les agriculteurs du Marais qui étaient très remontés, jusqu'aux naturalistes qui travaillaient sur place. Et comme déjà à l'époque je m'intéressais aux castors, on a assez vite fait un diptyque en se disant mais ces animaux finalement provoquent grosso modo les mêmes dégâts, ils sont très parents, le castor est plus gros, plus costaud, donc quand il s'y met c'est aussi de plus gros dégâts. Mais il a le bonheur d'être local, alors que le ragondin venait d'ailleurs. Et nous étions à cette époque où, il y a guère plus de 10 ans d'ici, on commençait à parler des espèces invasives. Et c'était le moment de rappeler que c'était une notion très récente. Et que quand on en parlait d'ailleurs avec nos collègues archéologues, ça les faisait bien rire. Ils disaient, mais toutes les espèces sont invasives. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Et c'est vrai que quand on creusait de près, même avec les biologistes, ils nous disaient, oui, mais telle variété de plantes ou de poissons qui se trouve sur l'Ourthe de l'Est, l'Ourthe c'est une petite rivière, hein, pas loin d'ici, qui passe chez moi d'ailleurs, dans mon village, et donc cette espèce est sur l'Ourthe de l'Est, elle n'est pas sur l'Ourthe de l'Ouest. Alors est-ce qu'elle est invasive si elle passe à l'Ouest? Et à partir de quelle année est-ce qu'on considère que c'est local? Donc même les naturalistes avaient quelques soucis avec cette notion qui est très très vivante chez les gestionnaires. C'est vraiment, c'est la réaction presque épidermique. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas censément local, il n'y a que l'extermination.
On ne voit que ça. Heureusement, beaucoup d'espèces sont difficiles à exterminer. C'est un peu comme les gens qui pensent que quand il y a des renards en ville, ils ne sont pas à leur place et qu'il faut les remettre en forêt. C'est un vœu pieux et totalement impossible. Donc c'était sur ce plan-là que nous avons démarré le cours, avec ce diptyque, et puis on a poursuivi précisément avec les renards, avec le loup, avec les éléphants, pour avoir aussi des animaux du Sud où les problèmes qui se posent ne se posent pas encore exactement dans les mêmes termes, étant donné les urgences qui sont celles des populations là-bas. Et ce cours nous a vraiment donné beaucoup de plaisir et a débouché sur cette chose très improbable qui est notre livre sur le lapin, dont je reparlerai à l'occasion. Le lapin était une des entrées qui a vite débordé tout le monde. On n'arrivait plus à le faire tenir en une journée. Il fuit de partout. Au moins autant au moins plus qu'un barrage de castors qui, lui, par définition, ne fuit pas. Donc, c'est comme ça que se sont constitués les cours, avec un public très intéressant là-bas, je vous ai dit, beaucoup d'étudiants du Sud, mais aussi, surtout, et ça c'était passionnant, des étudiants formatés par des disciplines différentes. Quand on donne cours à Arlon, on a devant soi un économiste, ça arrive, un sociologue, parfois un juriste, un vétérinaire, un commu, un géographe. Et donc, ils ont tous une formation différente, et donc ils font le travail eux-mêmes pour ce qui est de dessouder les concepts. Ils ne sont pas d'accord entre eux, forcément. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, évidemment. Pour donner cours dans ces conditions-là, on peut rebondir sur les contradictions, et c'est vraiment très, très gai à faire, vraiment. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai oublié, Louvain. Oui, Louvain. Il faut quand même que je l'ajoute. Voilà, et donc on ne peut pas dire qu'ici, à Liège, le contexte a été très favorable à ce qui s'appelle une carrière pour moi. Déjà parce que je n'étais pas carriériste du tout, et je ne le suis toujours pas. Mais aussi parce que je suis arrivé à un moment où l'anthropologie changeait de lieu, où on créait un institut des sciences humaines et sociales, parce que l'institut précédent, qui groupait la sociologie et les économistes, avait vu partir les économistes vers HEC, donc les sociologues se retrouvaient tout seuls, c'était pas très équilibré dans un organigramme universitaire. Et donc on a décidé de transférer l'anthropologie des lettres vers les sciences humaines et sociales. Et pour ma part, je suis resté en philo-lettres. Donc, je n'avais pas vraiment de voie toute tracée. Et ici, quand je m'arrête, l'anthropologie s'arrête. Il n'y aura plus d'anthropologie en commun, en tout cas. Il y aura encore, heureusement, beaucoup de gens qui travaillent avec le corpus anthropologique et avec les méthodes de l'anthropologie, à commencer par Karl Havelange, dont je parlais tout à l'heure, les historiens, mais aussi des amis philosophes, avec lesquels j'ai finalement beaucoup plus d'échanges que je n'en ai avec mes collègues ethnologues ou sociologues, ici à Liège. Sociologue d'Arlon, mis à part, évidemment. Et donc, il s'est trouvé que cette situation, apparemment, a attiré l'attention de mes collègues de Louvain sur ce que je faisais. Et à la sortie de mon livre sur les enfants sauvages, ils m'ont fait le très grand honneur de me demander de réaliser une chaire Leclerc pour eux, toute une semaine. Chaire Leclerc que j'avais centrée sur les passeurs et les passages. Parce que depuis toujours, au moins autant que les relations homme-animal, ce qui m'intéresse, c'est la limite, c'est la frontière, c'est les bornes, c'est ce qui est coincé dedans et puis qui gicle dehors, c'est ce qui dénonce les aberrations des taxonomies, c'est tout ce qui fait apparaître finalement l'ordre que nous avons mis chaque fois dans chaque culture, dans le monde. Et ça fait apparaître évidemment que ces ordres ne sont pas semblables. Et comme de toute façon, je pars du principe qu'en étant dissemblables, ils sont parfaitement égaux, avec des avantages et des inconvénients qui leur sont chaque fois propres, mais en gros, ils sont tout aussi légitimes. Eh bien, c'était intéressant pour moi de pouvoir creuser cette thématique des passeurs et des passages, donc de ceux qui font éclater les cadres et qui en sortent. Et puis, à la suite de cela, ben, ils ont réussi à me créer un petit cours d'anthropologie de la nature à Louvain,
que j'ai donné avec beaucoup de plaisir jusqu'à l'année dernière, année où je l'ai laissé pour que d'anciens étudiants à moi qui étaient en cours de doctorat ou qui avaient défendu leur doctorat à Louvain, et ils étaient nombreux parce que je crois que à Louvain-la-Neuve, il y a au moins 5 docteurs ou doctorants qui sont mes anciens étudiants, pour qu'ils aient du travail aussi et que pour passer la main dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, là-bas, je ne donne plus le cours, mais je viens parfois quand même encore présenter à leur demande 1 heure ou 2 de cours. Et je reste en contact de toute façon avec le laboratoire d'anthropologie prospective, où j'ai finalement beaucoup plus travaillé. Ici, je ne suis même pas dans le laboratoire d'anthropologie de Liège. Je n'y ai jamais été invitée. Donc voilà. Tout ceci m'amène à parler beaucoup de moi. Et en fait, c'est déjà un fichu biais dans l'abord des choses, parce que je ne travaille pas toute seule, évidemment, même si je ne suis pas au cœur d'un grand labo avec une grosse équipe. Mon équipe est toujours sur les frontières, sur les bords, éventuellement et souvent dans d'autres départements. Je vous ai dit, je travaillais avec le département de sciences et gestion de l'environnement, donc avec la faculté des sciences, avec Marc Mormont, avec Catherine Mougenot, avec Pierre Stassard actuellement, Clémence Massard, Dorothée Deneyer. Donc là, toute une petite équipe qui est intéressée un peu au même sujet que moi. Mais ici, en faculté de lettres, il y a Vinciane Després, évidemment, qui est là comme un pôle pour nous orienter tous et que je connais depuis très longtemps, au moins depuis les années 90. Donc, je l'ai rencontrée avant qu'elle ne devienne Madame Després à l'aura internationale et qui est toujours avec nous d'une extrême gentillesse et d'une extrême simplicité. C'est une amie, c'est bien plus qu'une collègue. J'ai cité Karl Avlange aussi en histoire. Ici, dans le département, un documentariste brillant et engagé, jeune, qui s'appelle Jérémy Amers, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler sur l'Australie, puisque l'exposition que j'avais montée s'accompagnait de diffusion de films documentaires qui retraçaient un peu l'histoire de l'anthropologie visuelle à partir du terrain australien. Et lui, il s'était chargé de me donner un coup de main dans ce domaine-là. Et bien sûr, d'autres amis philosophes, que ce soit des philosophes intéressés par la modernité, comme Laurence Boucquiot, qui a cet énorme avantage, dans toute sa modestie, d'avoir à la fois une casquette de docteur en physique et de docteur en philosophie. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui a autant de compétences en sciences dites dures et en philosophie. C'est le cas de Grégory Cormand, qui fait plutôt de la philosophie morale et politique, de la philosophie sociale. C'est le cas de Florence Kemax, qui s'occupe d'éthique. Bon, toutes ces personnes ont été récemment regroupées sans que ça soit très formel. On n'est jamais dans le formalisme, toute cette bande d'extérieurs. On ne fait rien qui nous oblige à trop d'évaluation, contrôle, papier. On fait des choses avec lesquelles on peut travailler. Voilà. Et cette chose, en l'occurrence, c'est la constitution du groupe Culture Sensible, culture au pluriel bien sûr, sensible au pluriel, qui tend à remettre les autres modes de cognition à côté du mode langagier et de la cognition classique. Et ça nous donne l'occasion d'inviter des gens, puis de faire des journées d'études centrées, soit sur le travail d'une personne. Nous avons ainsi reçu Victor Stoichita, qui était à ce moment-là prix Francky pour l'histoire de l'art. Nous avons reçu Jean-Christophe Bailly, qui est un écrivain extraordinaire, autant qu'un disciple de Jean-Luc Nancy, mais un homme vraiment d'une saveur d'écriture. Ça doit être quelqu'un de gourmand. C'est pas compréhensible autrement. Nous allons recevoir au printemps prochain Gilles Clément. Donc, on invite aussi des gens bizarres, parce que Jean-Christophe Bailly, il est partout et il n'est nulle part. Il écrit sur la peinture, il écrit sur l'image, il écrit des romans, il écrit des pièces de théâtre. Bon, Gilles Clément, même chose. Il jardine, mais il jardine la planète.
Et non seulement il jardine, mais il parle du jardin, il en parle de manière politique. On pense à son tiers paysage, qui est l'équivalent du tiers État. Enfin, c'est une démarche extrêmement intéressante. Et donc ce sont ces gens improbables que nous invitons généralement dans ces journées culture sensible, outre le fait que nous intervenons nous-mêmes sur des sujets proches des leurs dans ces cas-là, de manière extrêmement décontractée. Ça doit être surtout l'occasion d'échanges et d'une rencontre, d'échanges réels. D'ailleurs, pour Jean-Christophe Bailly, c'était la première journée d'études qui lui était consacrée dans le monde universitaire, et il venait avec une certaine appréhension. Et puis, il en est sorti très, très heureux, parce que chacun avait abordé à la fois ses thématiques de travail et puis les siennes propres, de façon convergente et inattendue. Et donc, il était très, très heureux, et il arrive couramment qu'on fasse intervenir aussi de futurs doctorants dans ces journées d'études pour leur donner l'occasion de s'exprimer avant même qu'ils ne soient engagés dans une recherche. Quand leur travail est intéressant, on n'hésite pas.